l'indépendance, Yves Lipanda. Eh oui, 62 ans. L'indépendance. Bien, mesdames, messieurs, nous abordons maintenant la rubrique On fait le point. Nous accueillons pour cette partie notre premier invité. Il s'agit de monsieur Fabrice Salambier. Bienvenue, monsieur Fabrice. Approchez, s'il vous plaît. C'est avec lui que nous allons devoir échanger sur cette question qui nous intéresse. RDC, Belgique, 62 ans après, tout est-il au beau fixe? Bienvenue, bon matin. Bon matin. Comment allez-vous? Bien, bien, et vous-même? Oui, ça marche. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer un moment intéressant, historique de notre pays, 62 ans d'indépendance. Et je pense que l'ambiance est tout à fait particulière avec la mise en terre de Patrice Emery Lumumba. Alors, pour vous présenter, vous êtes professeur de français et d'histoire à la fois, et chercheur, écrivain, dans vos moments perdus. Pour en parler aujourd'hui, pour votre intervention, en fait, nous sommes en train de parler de la RDC et la Belgique. 62 ans après, le roi de Belge arrive au Congo. Il fait une visite historique qui l'amène même ici à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, pour reconnaître également, n'est-ce pas, le tort infligé au Congo belge à l'époque, mais nous allons un peu remonter dans l'histoire pour voir quel a été le Congo avant la colonisation belge. Oui, alors le Congo, évidemment, il y a toutes les précautions à prendre au niveau de l'histoire, puisque nous n'y étions pas, mais force est de constater que les choses ont bougé. On a accusé, pour le citer, donc le roi Léopold II, d'un nombre d'exactions. Les Belges se sont défendus à l'époque en accusant les Britanniques, puisqu'il y avait des jalousies d'État en État, parce qu'on avait confié à la conférence de Berlin, si je ne m'abuse, l'État, entre guillemets, congolais, en tant que propriété personnelle du roi Léopold II. Oui. Et donc, ça a été sujet à beaucoup d'exactions qui ont été reconnues. Certains documents ont été, je vais dire, dévoilés. Et il faut savoir qu'à l'époque, moi je considère qu'il y a deux étapes. Il y a sous Léopold II et puis sous la Belgique, puisqu'à un moment donné, Léopold II s'est tellement endetté qu'il a demandé de l'argent à l'État belge, et l'État belge en contrepartie a dit, ben, écoutez, voilà, on se sent obligé d'essayer de remédier aux grands abus qu'il y avait eu à l'époque. Alors, le plus grand des abus, évidemment, c'était l'esclavagisme. On défend la thèse de Léopold II en disant qu'il était là pour éradiquer l'esclavagisme arabe. Mais qu'a-t-il fait après? Il a pratiquement réussi, mais qu'a-t-il fait après? Il a pris quelque part ses esclaves à son propre profit. Donc c'était du travail obligatoire, sans être payé. Après Léopold II, ce qui s'est passé, c'est que la Belgique a essayé d'amadouer, d'arrondir les angles. Et là, on a de nouveau pratiqué le travail obligatoire, mais en donnant des salaires, évidemment, des salaires de misère. Ah oui, bien sûr. Mais est-ce que pour analyser la question, d'abord, le Congo, une propriété privée du roi Léopold II, avant d'être une colonie belge, est-ce que c'était pour quel type d'intérêt? Quel profit? C'était des intérêts tout à fait personnels. Donc il faut savoir que quand il y a eu des remous autour de la personne du roi Léopold II, il a lui-même envoyé une commission d'enquête sur le terrain, donc ici dans le pays, pour pouvoir avoir des éléments pour se défendre. Il s'avère que cette commission, quand elle est revenue en Belgique, je vous cite la petite phrase de la conclusion, c'est « L'État du Congo n'est point un État colonisé, à peine un État. C'est une entreprise financière. » Très bien. Donc en fait, c'était une entreprise personnelle, voilà, on peut tout dire, à fait privée. Et donc lui, pour la population belge, ça a servi à quoi? Ça a servi à construire, je veux dire, le Grand Bruxelles. Bien sûr. Oui. Mais sinon, bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il s'en s'est mis plein les poches. Ah d'accord, bien sûr, justement pas, mais en profitant justement de la faiblesse de l'homme noir, du Congolais de l'époque. Mais ils sont arrivés avec un tas de promesses, hein. L'éducation, le travail, la religion. Inutile de vous rappeler que c'est l'époque où surtout la religion, surtout sur la religion. Hein, on vous a donné la Bible, vous avez fermé les yeux et on a pris vos terres. Donc j'ai oublié le nom de l'auteur. Oui, justement, oui, je vois voilà, c'est connu dans le monde entier. Maintenant, au niveau de la suite à donner, donc il y a
j'ai envie de dire, le pendant Lumumba, on en est arrivé où, quand on parle du terme indépendance, c'est clair que pour le Congolais, c'est le mot magique. Mais pour la Belgique, c'est pas le cas. On galvaude, on donne l'impression d'eux, puisqu'il faut savoir que le roi Baudouin parlait, lui, qu'il fallait absolument garder la main mise sur le pays, notamment au niveau des droits imprescriptibles. Donc en fait, lui, il souhaitait qu'il y ait des dignitaires noirs, mais qui soient des sous-traitants de l'État belge. Waouh. Donc c'est la période Baudouin poussée par Léopold III. Ça veut dire on gère pour vous. Voilà, c'est ça. Donc ce n'est pas une indépendance totale. Oui. D'ailleurs, pendant son discours le 30 juin 1960, c'est avant tout un discours qui met en avant Léopold II. Donc à un moment donné, on parle dans la préparation de son discours, il avait écrit le roi libérateur. Il va changer le terme en mettant le roi civilisateur. Ah d'accord. Il n'est pas vraiment Civilisateur. plus marquant pour le pays. Oui. Dans son discours, c'est le génie de Léopold II, pionnier de l'émancipation africaine, qui a rétabli la paix et l'enrichissement du patrimoine moral et matériel du pays. Il ne fut pas conquérant mais civilisateur, et alors un tas de remarques paternalistes. Ça, c'est le discours du roi Baudouin. Oui, oui. Pour l'histoire, il faut savoir qu'il n'était pas prévu que Patrice Lumumba prenne la parole. Donc nous avons le discours du roi Baudouin, nous avons le discours de Kasavubu, qui quelque part est neutre et plat, qui ne contredit pas la Belgique. Donc sans doute qu'il veut, lui, mais il était le seul à... On pourrait lui poser la question, mais il n'est plus de ce monde, j'ai envie de dire. Oui. Et voilà, donc il est doux dans son discours, et c'est le président de la Chambre, M. Kassongo, à l'époque, qui donne la parole à Lumumba. Il faut savoir aussi que Lumumba, à l'époque, a eu vent des discours des deux précédents. Et là, lui, il va vraiment haranguer la foule. Et dans son discours, il faut que je reprenne les termes exacts, parce que... il y a aussi des précédents. Quelques jours avant, ce qu'on appelait les compagnies à charte de droit colonial sont devenues de droit belge. Donc ce qui veut dire que, preuve s'il en était que Baudouin ne voulait pas donner la liberté totale au pays, c'est-à-dire qu'au départ, le pays a déjà des pertes financières phénoménales, puisque tout cet argent qui devait lui revenir ne lui revient pas, puisqu'on a changé les lois en Belgique. Donc il voulait s'accaparer justement de tous les avoirs. C'était le mot transition est mal choisi, mais en fait, quelque part, ils ont été un peu forcés à donner cette indépendance, puisqu'en 1958, il y a d'autres pays qui réclament à grands cris l'indépendance. Les Britanniques, les Français, l'âge du lest. La Belgique se sent obligée d'eux. Et donc, ils ont commencé déjà à manipuler les choses. Les discours ont été préparés, les mots ont été choisis. On reviendra sur les mots choisis, bien sûr, même dans le discours du roi Philippe dernièrement. Dans ce discours de Patrice Lumumba, je cite, l'humiliant esclavage imposé par la force, la loi qui n'a jamais été la même que l'on soit noir ou blanc. On parlait de liberté tout à l'heure. Bien sûr. À l'époque, lui, il dit exilé dans notre propre patrie. Il dit également, ce n'est pas un cadeau, mais une lutte de larmes, de feu, de sang, noble et juste, qu'il écrit plus tard. Ce qui est étonnant, c'est que ce discours, on l'a retrouvé en 2015. Dans les archives de Finou Trémer, qui est une filiale de la Société Générale de Belgique. Là aussi, on peut revenir, on a l'impression que parfois l'histoire se répète. Bien sûr. On parle de déclassification de documents, c'est pas encore le cas. Donc, est-ce que et les recherches continuent encore, hein, la commission d'enquête, etc. Il y a cette commission d'enquête qui, pour l'instant, au niveau scientifique, donc en fait cette commission d'enquête, c'est sur le passé colonial, donc ça concerne le Rwanda, le Burundi et la RDC. Je sais que c'est délicat de parler de Rwanda actuellement en RDC, mais voilà, donc c'est deux sujets. Et il faut savoir qu'au niveau point de vue scientifique, donc elle est composée de membres de la diaspora congolaise, de politiques évidemment, et d'historiens. Mais au niveau scientifique, ils sont tous tombés d'accord. Ça, c'est déjà un pas. Le problème, c'est qu'au niveau des politiques, ça pose problème.
vous avez l'extrême droite qu'on appelle le Vlaams Belang en Belgique, qui elle essaye de minimiser les choses parce que la Flandre, elle a obtenu pas mal du temps du roi. D'accord. Alors je pense que sur cette question, M. Salambier, on va revenir vraiment pour parler des opinions de la Belgique et qui reste vraiment très divisée sur la question des excuses et tout le reste et la réparation de tout ce qui a été commis comme tort à la RDC, au Congo belge à l'époque. On va prendre une autre question, Alice. Alors, moi j'ai une question pour vous, M. Salambier. La politique coloniale belge était basée sur la répression et la maltraitance. Est-ce que c'était pratiquement ça le leadership du roi Léopold II? Mais il était, en fait, sur ce qu'en dit l'histoire, la population belge, elle voulait rester neutre. Elle ne voyait pas vraiment les intérêts d'eux. Mais dans toute colonisation, il n'y a aucune exception. C'est la violence qui prévalait. Oui. Donc il fallait assouvir le peuple. Donc quand on parle, on peut en reparler plus tard, mais quand on parle d'éducation, oui, on a construit des écoles. Mais pour qui? Pour qui? Avec quel programme? Oui. Quand on vous dit sur les réseaux sociaux, et là je peux peut-être jouer sur les mots, les Belges ont construit. Moi, c'est à mon tour de poser une question. Est-ce que vous avez vu une photo à l'époque d'un Belge avec une truelle et une pelle? Waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est avec les ressources gagnées ici, volées, et la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, on a construit de belles choses, évidemment. Tout comme on a construit de belles choses en Belgique. Mais moins, pourquoi? Plus en Belgique. Plus en Belgique. Oui. Mais je vais dire, comment dire, c'était plus fast. Mais les coûts de la main-d'œuvre en Belgique n'étaient pas les mêmes qu'ici. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de richesses qui sont parties et qui n'ont pas servi à la population. Oui. On m'a dit aussi à l'époque l'histoire, parce que c'est avéré que quand moi je suis arrivé ici, j'ai appris que la sœur de ma grand-mère avait vécu au Congo belge, et la seule chose dont je me souviens qui était racontée, c'est qu'elle était rentrée avec un singe de compagnie, un petit singe chez elle. Mais j'en sais pas plus sur son histoire. Peut-être qu'il faudrait que je creuse de ce côté-là. Oui. Mais je veux dire, la population, elle n'a rien eu à gagner. On nous a dit, on a construit des hôpitaux, on a construit ci, on a construit là. On peut peut-être rappeler l'histoire de Lubumbashi aussi, où le centre de Lubumbashi, pour un habitant du pays, pour un Congolais, il fallait un laisser-passer pour rentrer dans le centre. Justement. Vous aviez des quartiers grecs, Alors arrêtons de dire que, oui, la population belge actuelle n'est pas responsable de... Mais il y a quelque chose qui s'est passé et qu'il faut expliquer, et surtout expliquer au peuple congolais et changer tout ce qui se dit dans les cours d'histoire en Belgique, jusqu'en 1959, 60 même, les livres d'histoire, je n'ose pas vous répéter comment on décrit les Africains. En 2002, dans la commune, ça concerne le Cameroun, en 2002, la commune d'Ivoire en Belgique, on exhibe encore des pygmées camerounais dans un parc qui devait servir à des animaux. Non. En 2002. Waouh. Donc vous imaginez un petit peu comment était perçue la chose. Mais évidemment, quand on ne connaît pas, comme le disait Bougainville dans ses écrits, il parlait de sauvages et de barbares. Mais le terme sauvage maintenant, si vous dites à un Congolais tu es un sauvage, c'est une offense, c'est une injure. À l'époque, le sauvage, c'était celui qui vivait dans la nature, la définition. Le barbare, c'était la population, qui était une population qu'on appelait barbare. Ouais. C'était pas le terme qu'on donne. Donc maintenant, dans les mots, on doit faire attention. Oui, on en reviendra tout à l'heure. Oui, justement pour 2 mots. Mais regardez, par exemple, est-ce que pour être vrai et honnête, ça veut dire que à cette époque-là, il y a eu pillage systématique de ressources naturelles de la RDC qui ont justement servi à la construction de la Belgique? Je vais juste rectifier une chose quand vous dites il y a eu. Il y a eu et il y a encore. Il y a encore. Ah, d'accord. Si on doit parler de l'Est, j'ai beaucoup de choses à dire. Expliquez, oui, pourquoi? Il y a eu, il y en a encore. Parce que quand vous entendez les choses, ça fait... Je ne sais pas si vous avez entendu le discours du Premier ministre De Croo, qui à un moment se tourne vers le Premier ministre ici et dit, Jean-Michel. Si vous avez besoin d'aide, nous pouvons vous aider pour régler le problème rapidement. Si vous rapidement. D'accord. Actuellement, je crois qu'il y a 5 démineurs belges là-bas qui vont être complétés, non pas complétés, qui vont être remplacés dans un futur proche par 5 autres. C'est pas les 5 démineurs qui vont...
Et puis, qu'est-ce que les casques bleus, la MONUSCO fait depuis? Qu'est-ce que va faire une armée, entre guillemets, africaine, sous la responsabilité d'un Africain, mais pas congolais? Congolais, oui. Il y a un problème. La question mérite Il y d'être a posée. des intérêts là-bas qui sont masqués, c'est pas possible d'autrement. On dit que la MONUSCO participe, je n'en sais rien, je ne suis pas sur le terrain, Oui. c'est difficile d'avoir le vrai du faux parce que la désinformation est devenue un sport, En effet, oui. un sport national ici. En effet, oui. Et on peut comprendre parce qu'on reçoit des infos, on ne sait pas les vérifier. On dit que les militaires de la RDC sont corrompus, mais ils ne le sont pas tous. Maintenant, d'un autre côté, je dois bien vous avouer que si j'étais congolais et qu'on me dit tu auras $50 pour aller au combat comme salaire, excusez-moi, mais il faut se poser la question. Oui. Ça en vaut la peine. Ben, vous avez encore, vous, cet esprit nationaliste, quand je vois les jeunes, lors de manifestations, qui scandent le nom, qui, malgré leurs difficultés, il y a encore cet esprit nation qu'en Belgique, il est difficile encore de concevoir quand on voit que nous sommes un petit pays qui est un donneur de leçons, nous avons 3 gouvernements, 4 communautés. Si on doit comparer à l'époque, je dis bien il y a 10 ans, le nombre de... Si on devait avoir au niveau de la population l'équivalent en ministres qu'à la Chine, eh bien, nous aurions en Belgique 1 million de ministres, où la Chine devrait avoir, pour être correspondante à la Belgique, 1 million de ministres. Je peux passer de la crise, 6 ou 7 ministres de la Santé sur le Covid en Belgique, on a vu ce que ça a donné. Donc, alors, qu'est-ce que l'histoire ne dit pas? Qu'est-ce que les livres d'histoire ne disent pas sur la colonisation et l'activité du roi Léopold II ici en RDC? Parce que les livres d'histoire, c'est très bien maquillé. Hein. Mais ici, ils ne disent rien, et chez nous, c'est un roi, voilà. Et qui dit roi, la population est derrière. Donc maintenant, on ne connaît pas l'histoire. J'ai été sur le site de l'assassinat du premier ministre avec des élèves congolais, enfin principalement congolais, quand j'étais à l'école française. Et j'ai des élèves, ils m'ont dit, c'est qui ce monsieur? Ils ne connaissent pas. Mais est-ce qu'on peut leur reprocher? Ils sont dans l'enseignement français depuis la maternelle. L'enseignement français, dans les programmes, on ne parle pas de On parle de Richard Cœur de Lion. Voilà. Donc, et en bande dessinée et en littérature, c'est Martine fait du ski. Voilà. C'est pareil. Voilà. Et donc ça aussi c'est une question qui pourrait être posée. Voilà. Je sais que les écoles étrangères ici, qu'elles soient belges, françaises, américaines, britanniques, elles ont un programme. Mais est-ce que l'État ne pourrait pas exiger que dans le programme d'histoire-géographie, de culture, il y ait une part de... Mais pour ça, il faut que l'État ici, le ministre, fasse en sorte que le cours d'histoire du pays soit remis à jour, tout comme chez nous d'ailleurs. Bien sûr, parce que c'est peut-être l'objectif de cette commission. Bien sûr, oui. En fait, parce que déjà la génération qui arrive risque de perdre des repères. Ah, tout à fait. Suite à cette manipulation des textes d'histoire, bien entendu. Oui, mais ça, des repères. Quand vous n'avez pas de repères, vous n'avez pas d'histoire. Quand vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez pas de pays. D'identité non plus. D'identité, voilà. Donc je pense que c'est important et il est grand temps. Maintenant, si je veux même aller plus loin, il faudrait que la RDC et plus généralement l'Afrique puissent enfin pouvoir dire non. Tous les experts qui sont au-dessus de tout soupçon en Europe disent que, des exemples, l'Afrique est le futur grenier de l'Europe, l'Afrique est le futur du monde, mais toutes les aides qu'on reçoit, toutes les ONG étrangères qui viennent ici, ils apportent quoi? Quand vous voyez l'UNICEF, etc., tous ces détails, ça je l'ai vécu au Bénin. Quand je suis arrivé au Bénin, à Cotonou, à un moment donné, je vois un grand bâtiment blanc, je pensais que c'était l'ambassade des États-Unis. Mirador, belle voiture blinkante, portail automatique. Non, c'était l'UNICEF. Ah, mais l'UNICEF en Belgique, on vous dit quoi? Donner 10 euros par mois, il y a 10 euros qui vont aux enfants. Ah, et comment font-ils pour s'acheter ce type de véhicule?
des points d'interrogation qui méritent d'être posés. Alors, M. Salambi, est-ce que la situation actuelle de notre pays, la RDC, le sous-développement qui caractérise le peuple et même les institutions de notre pays, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une part de responsabilité de la Belgique lorsque on imagine que le développement tarde à venir? Mais je pense, oui, parce que comment s'est organisé le pays après l'indépendance? Sur base d'un modèle belge, des provinces, j'ai envie de dire des mairies, même si on utilise le terme mairie, l'administration a fonctionné de cette manière-là. Et donc, il faudrait un propre modèle. Mais maintenant, moi je vous dis honnêtement, je ne voudrais pas être président du pays, c'est trop grand. C'est trop grand comme pays. Oui. Puis alors vous avez ces élections de gouverneurs qui sont décalées, on ne sait pas très bien les rôles effectifs on parle de, enfin ça c'est le domaine du politique, l'union sacrée, les opposants, etc. Donc c'est pour moi un véritable sac de nœuds, oui. mais que j'aurais difficile à expliquer, tout comme j'ai difficile à expliquer la politique en Belgique. Hein. Quand je vous dis, de 32 000 km², les lois ne sont pas les mêmes d'une région à une autre. Voilà, donc, et je pense qu'ils ont hérité de ça. Maintenant, ici, le sous-développement... Moi, honnêtement, je vous dis, si je devais me présenter, mais je ne suis pas de père et de mère, hein, oui. Si je devais me présenter, d'ailleurs, j'aimerais c'est l'exemple, justement, oui. Voilà, mais moi, je baserais mon programme sur 2 points. L'électricité pour tous, l'eau pour tous. C'est tout. Simplement. Et pourtant, ça ne représente rien. C'est pas ça la priorité d'ailleurs de Congolais, non, malheureusement. Mais ce qu'il y a, c'est que si vous avez... Parce qu'on parle des soins de santé, etc. Mais bien sûr. Ils sont où les soins de santé? 9 Congolais sur 10 n'ont pas la possibilité de pouvoir accoucher dans un hôpital digne de ce nom. Quand je vois les prix, c'est hallucinant. Bien. Maintenant, si vous avez l'électricité pour tout le monde, la santé va s'améliorer. Je prends l'exemple, les enfants dans les villages, les recoins, ne devront plus étudier à la bougie ou à la lampe à pétrole. L'eau, on sait ce que l'eau croupie donne comme maladie. Donc, ces 2 points-là. Après, je vois, c'est tout. Mais ici, il semblerait qu'il y ait une déconnexion. Je vois beaucoup de jeunes qui se disent... on veut changer les choses, on veut changer les choses. Oui. Le problème, que certains sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont devenus comme les autres. Oui, voilà, exactement. Et ça, c'est... Alors, on dit que la RDC, justement la République démocratique du Congo, est le premier pays partenaire de la Belgique aujourd'hui. Et cela fait suite justement au déplacement du roi de Belge et tout ce qui s'est passé. Le roi de Belge a fait son déplacement. Il y a eu des excuses qui ont été prononcées. Des regrets. Des regrets, merci. Merci pour être correct. Pour revenir sur le terme. Des regrets qui ont été exprimés. Voilà. Qui se sont en Belgique en 2020 et en RDC en 2022. Est-ce qu'on peut maintenant tourner la page d'histoire? C'est une question que je vous repose à vous. On tourne complètement la page d'histoire et regarder vers l'avenir tel que le prétend la Belgique. Regarder vers l'avenir, oui, mais tourner la page, non. Enfin, il y a des termes qui ont été utilisés. La restitution, moi je dis momentanée. Tardive, c'est pas tardive. Oui, mais momentanée d'une œuvre. On ne rend pas cette œuvre. D'ailleurs, même certains se posent la question si c'est pas une copie, etc. Mais bon. Justement, ça c'est à titre symbolique. Donc il y a un geste qui a été fait. Oui. On parle de la dépouille de M. Patrice Lumumba. Oui. La dépouille, c'est un bien grand mot. C'est une relique. Le reste. Là aussi, j'ai une question. Pourquoi ne l'avoir pas enterré là où il était assassiné? Pourquoi toujours concentrer tout sur Kinshasa? Le Congo n'est pas que Kinshasa. Et ça, je crois que les politiques là-bas devraient enfin l'entendre. Ah oui. Mais voilà, au niveau de la Belgique, non, il faut des suites. Je pense que la famille de M. Lumumba demande autre chose que cela. Il y a de la déclassification et ça heurte pas mal de gens. C'est que il y a des disputes politiques en Belgique pour savoir si on déclassifie déjà certaines choses ou si on doit attendre. Il se dit qu'il y aurait une loi qui ferait passer les choses à une centaine d'années. Ça, je n'ai pas la confirmation, mais voyez, il y a toujours cette protection. Oui. Mais oubliez, non. Protection d'intérêt d'ailleurs. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais maintenant, au niveau de ce qui va être promis, de ce qui va être déposé sur la table, on parle d'argent, on parle de... Mais
oui, l'argent, il en faut pour développer un pays, mais comment va-t-on élaborer ce qu'on appelle des partenariats? Moi, je pars du principe, on me dit qu'il y a une loi ici qui existe, quand un partenaire ou un étranger vient investir ici, c'est ça doit être du 50-50. Bien sûr, gagnant-gagnant. Mais est-ce qu'elle est respectée? Ça, c'est ça qui est scandaleux, c'est qu'elle n'est pas respectée au détriment de l'expatrié, ce qu'on pourrait comprendre de la part d'une nation. C'est au détriment du Congolais. Il faut qu'on m'explique. Alors, donc il y a encore cette mainmise de l'Occident en général. Alors pourquoi exprimer le regret à la place en lieu et place des excuses? Voilà, donc parce que tout le monde, d'ailleurs l'opinion congolaise attendait ça. C'est une affirmation qu'on m'avait communiquée, mais je ne retrouve plus les traces et je ne parviens pas à recontacter la personne. Il se dit, mais je peux me tromper, qu'en exprimant des regrets, ça n'engageait aucunement l'obligation de dommages et intérêts au pays. Tandis qu'en présentant des excuses, là, ça devenait tout autre. Ah ouais, ça veut dire que ça atteindrait des milliards de dollars. Hein. Vous pensez bien que tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il faudrait rendre, que ce soit en valeur numéraire ou en objet, voilà. Donc c'est ce qui se dit. Maintenant, peut-être que des historiens ou des spécialistes de la question pourraient dire le contraire. Mais moi, il ne faut pas fermer la porte, il faut aller jusque-là. Il faut peut-être attendre les décisions de cette commission. Ils vont venir ici. Maintenant, je vous dis, ce sont des politiques. Donc, politique dit diplomatie. Et parfois, la diplomatie n'est pas toujours synonyme de vérité. Alors, les classes politiques belges sont aussi divisées sur cette question par rapport à la réparation et aux excuses, notamment. Oui, mais vous avez un paquet de politique en Belgique, de mouvements politiques, et au sein même de cette commission, vous avez des socialistes qui, eux, seraient plus ouverts à la chose, le MR, le mouvement réformateur, donc la droite, elle est beaucoup plus fermée, en disant qu'il ne faut pas de réparation, il faut continuer à aider, encore un terme paternaliste. Apporter de l'aide. On va aider les pauvres petits malheureux là-bas qui ne s'en sortent pas. Voilà. Et alors vous avez le Vlaams Belang, eux, donc le parti flamand, l'extrême droite, qui eux veulent protéger absolument le roi, la royauté, etc. Même s'ils aimeraient que les rois, la royauté disparaisse en Belgique. Donc là aussi, il y a un dilemme. Et puis vous avez ce qu'on appelle le parti qu'on n'aime pas trop souvent, parce qu'en fait, ils ont gagné pas mal d'élections, mais ils n'ont jamais voulu aller au pouvoir. C'est ce qu'ils appellent le PTB, que l'on dit communiste pur et dur, sur lequel tout le monde tape. Mais eux, son demande exige que le gouvernement belge présente des excuses et passe à le remboursement de cette espèce de dette. Et voilà. Donc là, au niveau scientifique, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de la commission, ils sont tous d'accord, mais par rapport aux politiques, il faut attendre la suite. Mais moi, ma crainte, c'est que cette montagne n'accouche encore que d'une souris. Alors, mais c'est quand même, si on doit prendre quand même le bon côté de ce geste, c'est les déplacements des autorités belges et l'expression de regret, est-ce qu'on peut considérer ça comme un bond en avant? C'est un premier pas. C'est un premier pas parce qu'il faut savoir que le roi en Belgique, entre guillemets, il n'a rien à dire. Il est le représentant du peuple, mais au niveau législatif, il accepte le gouvernement, mais c'est pas lui qui fait les lois. Prenons l'exemple de Baudouin, quand il y a eu la loi sur l'avortement, il a préféré se retirer, donc pendant 2-3 jours, on était sans royauté, parce qu'il était contre l'avortement. Bien, merci beaucoup Monsieur Fabrice Alambier pour ces analyses. Aujourd'hui c'est le 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC, donc on a eu, c'était important d'en parler quand même, de faire ces analyses sur les relations qui caractérisent aujourd'hui la Belgique et la RDC après tout ce qui s'est passé très récemment. Et aujourd'hui la relique de Lumumba a été, n'est-ce pas, restituée. Aujourd'hui il y a un lieu de touristique, moi je qualifie des lieux touristiques maintenant, où des références en termes d'histoire, où se trouverait une partie ou le reste du corps de Patrice Emery Lumumba qui avait été justement gardé par ce policier belge. Merci beaucoup à vous. Je pense vous avoir très prochainement sur d'autres questions. Merci à vous. D'accord. On va prendre l'actu en bref, la seconde livraison avec Julien Bouyamba.